Je m'appelle Lucas Martin, je ne suis pas célèbre, je n'ai pas de millions d'abonnés, je ne porte pas de costume-cravate. Je suis juste un gars avec une caméra, un carnet et une obsession comprendre ce qu'on refuse de regarder en face. Depuis quelques années, je parcours les routes, je filme ce que les grands médias ignorent et je tends l'oreille là où tout le monde détourne les yeux. Pas pour faire le buzz, pas pour choquer, mais parce que je sens que quelque chose ne tourne plus rond. Je dors souvent dans ma voiture. Je monte mes vidéos avec un vieux PC dans des stations-service ou des motels. Mais ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ça mérite d'être raconté. Et ce soir, c'est à vous que je veux le dire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne peux pas le garder pour moi. C'était trop violent, trop clair, trop symbolique. Alors si vous avez 2 minutes ou toute votre soirée, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous montrer ne vient pas d'un film ni d'un cauchemar. C'est notre réalité. Et elle est en train de changer. J'étais dans ma voiture quelque part entre Menomonee et Eau Claire dans le Wisconsin. Le ciel s'assombrissait d'une manière étrange. Ce n'était pas simplement des nuages, non. C'était comme un couvercle lourd opaque qui s'abaissait lentement sur la terre. Et puis d'un coup, le vent a changé. Il ne soufflait plus, il criait. À la radio locale, une voix tremblante, tornade confirmée au sol, direction nord-est. Abritez-vous immédiatement, mais les gens, ils ne fuyaient pas. Ils filmaient. Moi aussi, j'ai pris ma caméra, le cœur serré, le souffle court. Et là, devant moi, s'est apparu un entonnoir gigantesque. Un monstre fait de poussière d'eau, de colère. Il a littéralement avalé une maison, soulevé une voiture comme un jouet. Les vitres de ma voiture tremblaient. Une branche a heurté mon capot. J'ai reculé juste assez pour m'éloigner de son axe. Mais la scène restait là, gravée dans ma rétine. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais ce jour-là, 5 tornades ont touché le sol dans cette seule région. 5, en quelques heures. Les habitants n'en revenaient pas. Certains riaient nerveusement, d'autres pleuraient sans bruit. Et ce n'était pas fini. Plus au sud, en Louisiane, la pluie tombait sans fin. Des villes entières sous l'eau. À Lafayette, j'ai vu des habitants construire des barricades de sacs de sable autour de leur maison, comme si ça pouvait suffire à repousser l'océan. Des enfants pataugeaient dans les rues. Pas pour jouer, pour fuir. Les adultes les portaient sur leurs épaules. Des bénévoles avec des bateaux à moteur traversaient des avenues devenues des canaux. Un homme m'a dit « Ce n'est pas une inondation, c'est la nouvelle normalité. » Et ce mot « normalité » m'a glacé. Parce que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Ce qui, hier, nous semblait exceptionnel devient notre quotidien. À l'autre bout du pays, dans le nord-est, la chaleur étouffait les villes. Chicago, 39 degrés. Little Rock, 41. Même New York suait sous le poids de l'air. Les climatiseurs ne suffisaient plus. Les hôpitaux recevaient des personnes âgées en état de choc thermique. Un bébé est mort dans une voiture laissée au soleil. Les autorités ont dit que c'était un accident. Mais combien d'accidents faut-il avant qu'on parle d'échec collectif? Et puis à plus de 5000 km de là, l'Alaska a tremblé. Un séisme de magnitude 7,3. Le fond de l'océan a bougé. Une alerte tsunami a été déclenchée à 12h38 heures locales. Pas de victimes cette fois, mais les sirènes ont hurlé. Et des familles ont couru vers les hauteurs. Encore, parce qu'elles savent, parce qu'elles ont déjà vu. Je regardais tout ça se dérouler. J'avais les mains moites, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer. Alerte, c'est météo, messages, vidéos, témoignages. Et toujours cette même question dans ma tête, est-ce que la planète essaye de nous dire quelque chose? Je ne suis pas scientifique, mais je suis lucide. Quand des tornades traversent des autoroutes à midi, quand l'eau monte plus vite que les pompiers ne peuvent pomper, quand l'air devient une menace invisible, ce ne sont plus des coïncidences, ce sont des signes, clairs, brutaux, inconfortables. Il y a quelques années, un climatologue m'avait dit en off le climat ne va pas changer, il a déjà changé. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Nous ne sommes plus dans l'alerte, nous sommes dans l'impact, dans le choc, dans l'irréversible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne réagit pas. Pourquoi après chaque catastrophe, on passe à autre chose? Pourquoi les journaux parlent de phénomènes isolés? Pourquoi les politiques haussent que les épaules comme si tout cela allait s'arrêter tout seul? J'ai vu un père hurler de désespoir devant sa maison détruite. J'ai vu une infirmière s'évanouir après 16 heures de garde sous 42 degrés. J'ai vu des enfants marcher pieds nus dans l'eau sale en cherchant leur chien. Et je me suis dit, à quoi bon nos likes, nos débats sur Twitter,
nos selfies filtrés si la maison brûle et que personne n'appelle les pompiers. Ce soir, je vous montre ces images. Pas pour vous faire peur, mais pour que vous compreniez que ce n'est pas un épisode parmi d'autres. C'est peut-être le début d'un autre chapitre, un chapitre qu'on n'a pas encore le courage d'écrire parce qu'il commence mal, très mal. Et pendant qu'on attend la suite, la nature, elle n'attend plus. Elle le frappe, encore. Et encore. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans le ciel du Wisconsin, mais ce qui m'a vraiment glacé le cœur, je ne l'ai pas vu dans une tempête. Je l'ai vu sur un écran dans une station-service quelque part en Illinois. Il faisait chaud lourd, presque suffocant. Je voulais juste prendre un café glacé et m'échapper en un instant du bruit. Mais le poste de télévision derrière le comptoir hurlait comme un klaxon en feu. Une alerte info, le président Duret insulte ses partisans. J'ai d'abord cru à un montage, une fake news, mais non. Jean-Paul Duret, le président, l'homme qui avait promis la vérité, la transparence, le renouveau. Il appelait ceux qui exigeaient la publication des fichiers sur Jeffrey Epstein. Des idiots, des faibles, des traîtres. Son ton était sec, méprisant. Son regard ne vacillait pas. Je suis resté figé. C'était irréel. Il parlait de ses propres partisans, de ceux qu'il avait soutenus, portés, défendus. Tout ça parce qu'ils osaient poser une question. Une seule. Pourquoi les documents sur l'enquête Epstein restaient-ils secrets ? Pourquoi, des années après la mort du principal accusé, personne n'avait encore vu la fameuse liste ? Ce n'était pas juste une affaire de ragot, c'était un symbole. Le symbole d'une société malade qui cache ses blessures sous des couches de silence. Et le président, il riait presque. Une farce de la gauche, une diversion. Vous vous êtes fait piéger comme des enfants. Moi, je me souvenais de ce qu'il disait en 2020. Sur scène devant des milliers de personnes, je déclassifierai tout. La vérité pour le peuple. Il avait juré. Devant les caméras, devant l'histoire. Et maintenant, il traitait ses électeurs de marionnettes. Je suis remonté dans la voiture, j'ai fermé les fenêtres et je suis resté là, en silence. Je regardais le ciel à travers le pare-brise poussiéreux. Je me suis demandé combien de vérités sont enterrées chaque jour au nom du confort politique. Combien de noms dorment dans ces dossiers. Combien d'innocents n'auront jamais justice. Parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que la paix sociale valait plus que la vérité. C'est alors que j'ai ressenti ce que je ne saurais expliquer autrement. Une sorte de poids sur la poitrine. Une chaleur lente dans les bras. Et une phrase surgit de nulle part comme un murmure sans bouche. Vous avez demandé la vérité, mais vous vous êtes réfugié dans le mensonge. Vous avez prié pour la lumière, mais vous fermez les yeux quand elle vous éblouit. La vérité n'est pas un spectacle, elle est une épreuve, et seuls ceux qui l'acceptent seront libres. J'ai eu des frissons, pas de peur, de lucidité. Sur les réseaux, ça explosait. Des anciens alliés de Duret demandaient des comptes. D'autres se taisaient. La fracture était là visible, tranchante. Pas seulement politique. Morale. Son propre fils dans une vidéo posait la question fatale. Mon père est accusé de 34 crimes. Mais pas un nom de l'affaire Epstein vraiment ? Un ancien directeur du renseignement disait en off, il n'y a pas de preuves exploitables, pas de liste fiable. Mais la vérité juridique est-elle toujours la vérité morale ? Ou simplement ce qu'on décide de regarder ? Dans un forum, un commentaire m'a marqué « Si même lui ment, alors il ne reste plus rien ». Ce n'était pas du cynisme, c'était de la douleur. Une trahison à ciel ouvert. Je roulais sans but, les yeux sur la route, mais l'esprit ailleurs. Je pensais à tous ces gens qui ont cru voter espérer et qui maintenant se retrouvent face à un mur de silence, ou pire, de moquerie. J'ai vu trop d'histoires comme celle-là, des promesses brisées, des vérités effacées, des dossiers scellés sous prétexte de sécurité alors qu'en réalité, on protège des visages connus. Mais la question reste, à quoi bon avoir des leaders s'ils nous demandent de ne pas poser de questions? Quand la vérité devient un fardeau, alors le mensonge devient une habitude. Et dans ce monde-là, il ne reste plus que le doute. Et le doute finit toujours par détruire la confiance. Je me suis arrêté sur une aire vide, j'ai coupé le moteur, je suis descendu et j'ai respiré profondément. J'avais besoin d'air, mais l'air était lourd. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré à voix basse «
qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Personne n'a répondu. Mais au fond de moi, je savais déjà continuer à regarder, continuer à raconter. Même si ça dérange, même si ça brûle. Parce que si on renonce à chercher la vérité, alors plus rien ne mérite d'être raconté. C'était censé être une journée calme à Washington. Le ciel était bleu, la ville reprenait son souffle après une semaine de tension. Je marchais près du Capitole, ma caméra à la main, cherchant simplement des images de la ville au ralenti. Rien de spécial, juste du silence. Mais soudain, les sirènes ont brisé l'air. Un cri mécanique perçant, des agents couraient armes sorties. Un barrage s'est formé en quelques secondes à peine. Et au centre de tout ça, une vieille voiture, un break bleu foncé garé là où seuls les membres du personnel du Congrès ont accès. J'ai instinctivement commencé à filmer. Pas trop près, juste assez pour voir. Un jeune homme à peine la vingtaine, main levée, genoux au sol. Il ne résistait pas, il ne criait pas. Il était calme, trop calme. Plus tard, j'ai appris son nom. Hugo Delmas, 23 ans, originaire de l'Oregon. Dans sa voiture, la police a trouvé un fusil d'assaut, un pistolet, plusieurs couteaux, un arc, des flèches et un sabre de type katana. Oui, un sabre. Je n'ai pas su quoi penser. On a d'abord cru à une tentative d'attaque. Mais les autorités ont rapidement déclaré qu'il ne visait personne en particulier. Alors pourquoi était-il là garé devant le Capitole avec l'arsenal d'un film de guerre? Un agent m'a dit à voix basse, il avait l'air perdu, pas haineux, juste déconnecté. Attention. Oh. Et ce mot a résonné dans ma tête. Déconnecté. Pas seulement lui, nous tous. Parce qu'on s'est habitué à ces alertes, à ces arrestations, à ces armes qu'on trouve partout dans des voitures, des sacs à dos, des chambres d'hôtel. Et on passe à autre chose. On oublie. Jusqu'à la prochaine fois. Ce soir-là, j'ai repensé à tous ces signes. Une femme politique tuée chez elle dans le Minnesota. Son mari assassiné à ses côtés. Un député agressé lors d'un meeting. Un juge menacé devant ses enfants. Et personne ne semble s'émouvoir. Parce que c'est devenu la norme. Mais ce n'est pas normal. Rien de tout ça ne l'est. Et puis cette pensée m'a traversé. Simple, terrifiante. Et si la démocratie ne s'effondrait pas sous le poids d'un coup d'État, mais dans le silence accumulé de milliers de petits actes ignorés, j'ai levé les yeux vers la coupole du Capitole. Elle brillait sous le soleil couchant. Belle, fragile. Et j'ai senti cette pression familière dans la poitrine. Cette voix que je n'entends pas avec mes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Quand les armes deviennent plus faciles à obtenir, que la paix, c'est que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez construit des murs pour vous protéger, mais c'est votre peur qui vous emprisonne. Je suis resté debout figé. La foule autour de moi se dispersait déjà. Les curieux rangeaient leurs téléphones, les agents repliaient les rubans jaunes. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Hugo. Pas à ses armes, à lui, son visage, vide, fatigué. Comme s'il attendait qu'on le stoppe, qu'on l'écoute, qu'on le voie. Je ne l'excuse pas. Je ne cherche pas à justifier. Mais je me demande combien de jeunes hommes comme lui errent en silence, sans but, sans repère, nourris par les colères d'Internet, les promesses creuses, les illusions de grandeur. Et combien d'entre eux finiront par exploser? Ce soir-là, j'ai effacé mes vidéos du matin. Les fleurs, les monuments, les oiseaux au bord du fleuve. Je n'avais plus envie de beauté, j'avais besoin de vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes en train de normaliser la violence, de l'accepter, de la justifier. Je l'ai vu dans les yeux des agents de la lassitude, comme si c'était la routine. Mais depuis quand est-ce normal de trouver un arc et un sabre à 2 pas du Congrès? Depuis quand est-ce acceptable qu'un jeune homme soit prêt à mourir ou à tuer sans même savoir pourquoi? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Trop d'images, trop de bruit dans ma tête. Je pensais à Hugo, à ceux qu'on ne voit jamais, aux signaux qu'on ignore. Et je me suis promis une chose, je ne détournerai plus les yeux. Parce que si on commence à ignorer la violence, elle finit toujours par frapper à notre porte. Et quand ce jour arrivera, il sera trop tard pour dire qu'on ne savait pas. J'ai hésité avant de parler de cette histoire. Pas parce qu'elle est moins importante que les autres, mais parce qu'elle me fait mal, viscéralement. Parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus fragile, de plus sacré des enfants. J'étais en route vers Los Angeles quand j'ai reçu un message d'une collègue « Va à Arcadia ». Il se passe quelque chose d'énorme. 21 enfants dans une seule maison. Tous issus de mères porteuses. Quand on s'y enfanté en annonce,
Je pensais d'abord à un foyer d'accueil, à une sorte d'école privée étrange, mais non. Ce que j'ai découvert ce jour-là dépasse tout ce que j'avais imaginé. Une maison cossue blanche avec un jardin impeccable. L'extérieur parfait pour masquer l'horreur intérieure. Les policiers faisaient la navette les bras chargés de cartons de disques durs, de boîtes scellées, des agents du FBI en combinaison. Et des enfants, tellement de petits visages. Certaines restaient figées, d'autres tremblaient. Beaucoup ne parlaient pas. Les voisins, eux, n'avaient jamais rien vu. Ils avaient l'air gentils, toujours polis. On pensait que c'était des jumeaux ou des triplés. Mais ce n'était ni des jumeaux, ni des coïncidences. C'était une logistique, froidement organisée. Le couple en question s'appelait Éric et Solène Beaulieu. Lui consultant tech, elle ancienne infirmière. Ensemble, ils avaient acquis, je n'ai pas d'autre mot, 20, et un enfant tous nés par GPA gestation pour autrui, dans différents états, voire à l'étranger. Une police m'a dit les yeux bas, c'était comme une usine, une chaîne de production d'enfants. Et ce n'est pas tout. L'enquête avait commencé après qu'un nourrisson de 2 mois avait été admis à l'hôpital avec une fracture au crâne. Les médecins ont appelé la police. Les vidéos de surveillance extraites de la maison ont montré une nounou secouant violemment le bébé. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que les parents le savaient et qu'ils ont laissé faire encore et encore. Les autres enfants, certains portaient des traces anciennes de coups, d'autres présentaient des signes de troubles émotionnels graves. Ils vivaient entassés régis par un emploi du temps militaire, levé à 5 H, repas chronométrés, pas de câlins, pas de jeu, juste l'ordre, la répétition et la peur. Et pourtant, tout était légal officiellement. Le couple avait utilisé des contrats de gestation avec des agences comme Marc Surrogacy, des accords commerciaux, des papiers signés, des sommes versées. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une affaire de maltraitance, c'était une faillite morale, un système entier qui transforme les enfants en produits et la maternité en prestation. Une des mères porteuses, Kayla, m'a parlé en larmes. Elle croyait aider une famille à avoir un enfant. Elle ne savait pas qu'elle remettait son bébé à des gens qui en avaient déjà 20 autres. Si j'avais su, jamais je n'aurais signé. Je n'ai rien dit, je n'ai pas pu. Je suis sorti de la voiture, j'ai marché un moment dans la rue vide. Et là, dans ce silence absurde, une douleur m'a envahi. Une colère, une tristesse, un vertige. Et une voix intérieure, claire, irrépressible. Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites. Les enfants ne sont pas des marchandises. Ils ne sont pas à vendre ni à posséder. Ils sont des âmes, des lumières, et malheur à ceux qui éteignent ces lumières. Je me suis assis sur un trottoir, le cœur battant. J'avais envie de crier, mais je savais que ça ne servirait à rien, parce que le mal ne crie pas. Il s'installe, en silence, derrière des façades propres, des contrats bien ficelés, des photos de famille parfaites sur Instagram. Le plus dérangeant dans cette histoire, ce n'est pas qu'elle existe, c'est qu'elle a pu exister sans que personne ne pose de questions. Personne ne s'est étonné qu'un couple ait 21 enfants, tous âgés de quelques mois d'écart. Personne n'a trouvé étrange qu'ils passent leur temps à recruter de nouvelles mères porteuses. Et même maintenant, certains disent ce n'est qu'un cas isolé. Mais j'en suis pas si sûr. Quand l'industrie de la procréation devient plus rentable que l'amour. Quand les catalogues de bébés remplacent les albums de famille. Quand la biologie devient un business, alors il ne faut pas s'étonner que certains franchissent toutes les limites. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans ma chambre d'hôtel pour ces 21 enfants, pour tous ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on transforme en silence. Et j'ai juré de ne pas me taire. Parce que si on accepte que l'innocence devienne un marché, alors il ne nous restera plus rien à protéger. C'est un message qui m'a réveillé en pleine nuit. 3 mots envoyés par un contact au Canada, il a volé l'avion. Je ne comprenais pas. Quel avion qui où? Et surtout, pourquoi? Quelques minutes plus tard, les images arrivaient, floues tremblantes, filmées par un passager à l'aéroport de Vancouver. Une petite Cessna zigzagante au sol poursuivie par plusieurs véhicules de police. Sirènes hurlantes, agents en armes, une scène de film.
Sauf que ce n'était pas du cinéma. J'ai contacté une source de la Gendarmerie royale du Canada. Elle m'a confirmé un homme avait décollé sans autorisation depuis Victoria. Il avait traversé une partie de la Colombie-Britannique à basse altitude, avant d'atterrir de force à Vancouver, perturbant le trafic aérien pendant près de 40 minutes. 9 vols détournés, des centaines de passagers bloqués, une panique froide. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est le silence du suspect. Il n'a pas crié, il n'a pas résisté. Il s'est rendu calmement les mains levées, comme s'il attendait ce moment. Il s'appelait Nicolas Vasseur, 31 ans, membre d'un petit club d'aviation, aucune formation militaire, aucun antécédent psychiatrique officiel. Pas de manifeste, pas de revendication directe, mais les conversations radio ont été révélatrices. Oh. Je suis ici parce que vous n'écoutez jamais. J'ai voulu voler plus haut pour qu'on me voie. Ce n'est pas un crime, c'est un cri. Un cri, voilà, c'est exactement ça. Ce n'était pas un détournement, c'était un message, un acte de désespoir en forme d'envol. Et j'ai pensé à ce que m'avait dit un agent fédéral. La vraie peur aujourd'hui, ce ne sont plus les terroristes, ce sont les solitaires désespérés, les invisibles, ceux qui explosent en silence. J'ai regardé les images encore et encore, la petite silhouette de l'avion se déplaçant entre les pistes géantes, tellement fragile, tellement hors de place. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir quelque chose. Pas de la compassion, mais une forme d'écho, comme si quelque part nous étions tous un peu Nicolas, fatigués d'être ignorés, d'être pris pour des chiffres, des codes barres, des votes, des clics, des consommateurs à canaliser, pas des êtres humains à comprendre. Quand vous ne laissez aucune voix s'élever, les âmes brisées chercheront le ciel par tous les moyens, et parfois, elles choisiront de voler pour ne pas s'écraser à l'intérieur. Je suis resté silencieux plusieurs minutes. J'avais l'impression d'avoir été giflé, pas par la violence, mais par l'évidence. Combien de fois avons-nous ignoré ceux qui crient sans bruit, ceux qui parlent autrement? Par l'art, par l'absurde, par la révolte. Nicolas n'a blessé personne, il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Il voulait être vu, juste vu. Et dans ce monde saturé d'images, où chacun crie plus fort que l'autre parfois, la seule façon d'exister, c'est de faire l'inconcevable. Je ne dis pas qu'il avait raison. Je dis que nous avons tort de faire comme si tout allait bien, comme si nos sociétés n'étaient pas remplies de bombes à retardement humain. Des gens sans voix, sans place, sans avenir. Le lendemain, sur les plateaux télé, les experts parlaient de failles dans la sécurité, de dérives mentales, de cas isolés. Et moi, je n'y croyais plus. Parce que ce n'est pas un cas isolé, c'est un symptôme. Celui d'une époque qui fabrique de la solitude en série, qui vend des rêves inaccessibles et qui condamne ceux qui sortent du cadre. J'ai rencontré un contrôleur aérien 2 jours plus tard. Il m'a dit, ce mec, il n'a pas crié, il n'a pas paniqué, il a juste dit « merci de m'avoir écouté ». Merci de m'avoir écouté. Et si c'était ça la phrase la plus violente de notre siècle, une simple reconnaissance d'avoir été entendu une seule fois. J'ai refermé mon carnet, j'ai rangé ma caméra et je me suis demandé combien d'autres vont devoir voler, crier, dérailler avant qu'on tende enfin l'oreille. Parce que parfois ce ne sont pas les avions qui tombent, ce sont les âmes et elles font beaucoup moins de bruit. Après tout ce que j'avais vu ces derniers jours, les tornades, les cris, les armes, les enfants abandonnés, j'avais besoin d'un moment de silence, de beauté, d'humanité. Et ce moment m'est arrivé dans un simple message, pas un email, pas une notification, mais un vrai message, écrit à la main, venu de l'océan. J'étais en Irlande pour une autre enquête quand j'ai entendu parler d'un couple, Léa et Julien, qui se promenaient sur une plage de la côte ouest avec leur chien. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent une bouteille de vin un peu usée par le temps, mais intacte. À l'intérieur, un petit papier roulé jauni et une note, simple, authentique. Aujourd'hui, nous avons mangé sur les rochers de Bell Island. Ce vin, ce moment, c'est à nous. Si quelqu'un trouve cette bouteille, appelez-nous. Anita et Marc. 14 septembre 2012. Léa m'a raconté la suite, les larmes aux yeux. Ils ont essayé d'appeler le numéro. Rien, aucun signal. Alors ils ont posté une photo sur Facebook. Et en quelques heures, le miracle s'est produit. Quelqu'un au Canada a reconnu les prénoms, les a mis en relation. Et soudain, à travers l'Atlantique, 2 couples qui ne se connaissaient pas.
Se retrouver liés par un morceau de papier et 13 années de silence. Anita et Marc, les auteurs de la lettre, étaient toujours ensemble, mariés, 3 enfants. Et cette bouteille, ils l'avaient jetée à la mer lors de leur tout premier rendez-vous. Par jeu, par poésie, sans vraiment y croire. On pensait que ça disparaîtrait ou que quelqu'un la verrait dans 2 jours. Pas 13 ans plus tard, et pas en Irlande. Je les ai interviewés en visio. Ils riaient émus comme 2 adolescents qui auraient retrouvé un secret d'enfance. Ils se souvenaient de chaque détail, la nappe, le fromage, le vent ce jour-là, et surtout ce sentiment d'éternité. Marc m'a dit « C'est fou, hein, ce message, il a traversé les tempêtes, les années, les marées, et il est arrivé entre les mains d'un autre couple amoureux. » Et à cet instant-là, quelque chose s'est passé en moi, comme une paix, une douceur. L'amour vrai ne se perd pas. Il peut être oublié, enfoui, malmené par les vagues. Mais il revient toujours à la surface, là où quelqu'un sait encore le reconnaître. Je suis resté silencieux un moment. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas urgent, ce n'était pas une alerte rouge, mais c'était réel. Dans un monde où tout doit aller vite, où tout doit choquer ce petit papier dans une bouteille, nous rappeler l'essentiel, le lien, l'espoir, la beauté du geste gratuit. Je repensais à tous ceux que j'avais croisés cette semaine, les victimes, les survivants, les silencieux, tous d'une manière ou d'une autre cherchaient un message, une preuve que tout ça a encore un sens. Et si ce message c'était justement cette bouteille, Léa et Julien ont décidé de ne pas la garder. Ils l'ont remise à la mer, pas pour la perdre, pour que quelqu'un d'autre un jour ait lui aussi cette chance. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouvera. Quelqu'un en détresse, quelqu'un qui doute. Et ce simple bout de papier lui rappellera que l'amour existe, qu'il flotte encore quelque part. J'ai quitté cette plage sans dire un mot. Le vent soufflait doucement. La mer brillait sous les derniers rayons. Et j'ai eu envie, moi aussi, d'écrire une lettre. Pas pour une bouteille, pour vous. Ce que j'ai vu cette semaine m'a secoué. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui m'a guéri un peu. Il y a encore des gens qui aiment, des gens qui se souviennent, des gens qui espèrent. Et ça vaut toutes les guerres, toutes les peurs, toutes les colères. Alors s'il vous plaît, ne perdez pas ça. N'étouffez pas ce qu'il y a de doux, ce qu'il y a de simple, ce qu'il y a de pur. Parce que parfois ce n'est pas une révolution dont on a besoin, juste une bouteille, un mot, un lien. Et un peu de foi dans ce qu'on ne contrôle pas. Ce que vous avez vu ce soir, ce n'est pas juste une série d'événements, c'est le reflet d'un monde qui change, qui crie, qui cherche encore à être entendu. Des tornades, des silences politiques, des enfants qu'on oublie, des hommes seuls qui hurlent à leur manière, et au milieu de tout ça, une bouteille, un message, un lien. Alors si cette vidéo vous a parlé même juste un peu, ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Parce que ce canal, ce n'est pas un monologue, c'est un espace de conscience. Et tant que nous serons encore capables d'écouter, de voir et de nous émouvoir, tout n'est pas perdu. Merci d'avoir été là, à très vite.